Et bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce live exceptionnel qui inaugure un partenariat dont nous sommes ravis entre Chance et Open Classrooms. Le thème de notre live aujourd'hui correspond à une demande très forte de la part des personnes qui suivent Chance. Comment se réinventer dans la tech? Quel métier y existe? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-il vrai qu'il y a plein de travail, que c'est plutôt bien payé et que c'est, comme diraient nos parents, un métier d'avenir? Surtout, une fois que la vocation est actée, comment passe-t-on de l'idée à sa mise en œuvre? Comment se forme-t-on? Où est le réseau pour accéder à du travail? Pour en parler aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Soma Bini, ancien basketteur reconverti dans la tech comme back-end designer et mentor chez Open Classroom. Bonjour Soma. Bonjour Judith, back-end développeur. Back-end Pas développeur. Ah encore, oui, pas encore pardon, pardon. designer, mais ça peut peut-être se faire. Pardon, Il n'y a pas de excuse-moi. souci, il n'y a pas de problème. Et on accueille également Simon Levin, qui est responsable des partenariats chez Open Classroom. Bonjour Simon. Bonjour Judith. Et moi, je suis donc Judith Aquin et je suis directrice éditoriale chez Chance. Chance, c'est le parcours de coaching digital qui existe pour que votre passé ne dicte pas votre futur. Notre méthode est 100% en ligne en 12 semaines et associe du coaching individuel avec un coach personnalisé, des activités d'auto-coaching très riches sur une plateforme dédiée, des ateliers collectifs et un accès exclusif au réseau Chance pour vous accompagner jusqu'à la vie professionnelle qui vous ressemble. Pour tout savoir sur Chance, vous pouvez aller sur le site chance.co. Et tout au long de ce live, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, qui est donc prévu à cet effet. Évidemment, nous nous efforcerons d'y répondre. Je dis questions plutôt que chat parce qu'on peut davantage c'est une meilleure lisibilité. Et puisqu'on parle d'orientation professionnelle, Soma, donc tu as vécu tout un parcours jusqu'à ton travail actuel où tu étais au départ basketteur chez Chance. Donc on amène les gens à réfléchir à ce qu'ils font, puis à ce qu'ils pourraient faire au regard de 4 piliers qui constituent un travail: le métier, ses tâches, ses missions, ses responsabilités, les aspirations et les moteurs qu'il convoque, la finalité, à quoi sert mon labeur quotidien, l'environnement de travail, est-ce que je suis freelance, est-ce que je suis dans une grosse, dans une petite entreprise, et les impératifs non négociables. Donc, qu'est-ce qui t'a fait passer du basket au dev back-end? Ouais, je dirais même au dev tout court dans un premier temps. Du coup, moi, ce qui m'a fait passer du basket au dev, en fait, c'est vraiment la partie challenging. Parce que dans le sport, en fait, vu que j'ai fait du sport, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué à haut niveau. J'ai toujours cherché une branche où j'allais retrouver ce même aspect-là, c'est-à-dire être challengé, être toujours. J'aime beaucoup être dans la concurrence et parfois même de la concurrence envers moi-même. Et surtout, le basket m'avait permis de voyager à l'époque. Et je savais en fait que dans le développement, ça allait être un métier qui allait pouvoir m'aider à joindre les deux bouts parce que le développement permet aussi de voyager. Parce surtout aujourd'hui, le Covid nous a montré qu'on pouvait travailler en remote. Et de ce fait, ça permet de postuler dans plusieurs entreprises qui peuvent être situées aux quatre coins du monde. Et c'est pas un problème. En fait, la seule limite, c'est l'ordinateur. Et ça, c'est plutôt magnifique. Ouais, c'est une langue internationale, le code. Oui, Et enfin, c'est des langues internationales d'ailleurs, parce qu'il y en a plein. Et justement, il y a plein de métiers dans la tech. Le secteur est énorme. On peut coder, on peut devenir designer, on peut devenir UX, on peut devenir UI, on peut faire du marketing, on peut faire du growth. Bref, il y a un choix qui est gigantesque et qui peut ou pas convenir à des moteurs personnels que sont voilà, la discipline des moteurs et même des qualités, des éléments de personnalité, la discipline, la créativité, une précision hyper fine, au contraire la création d'une vision d'ensemble. C'est des points qui sont hyper importants et que bon, on regarde évidemment dans le parcours Chance aussi, mais qu'est-ce qui, toi, t'a mené au back-end plutôt qu'au front-end? Est-ce que tu peux déjà ouais. expliquer la différence entre les deux pour des personnes plébéiennes qui ne sauraient pas et concrètement, quel est ton métier au quotidien? Je pense que c'est vachement important pour savoir aussi comment on peut se réinventer là-dedans, de comprendre Ouais. réellement comment ça se fait. Alors, ouais. Donc, en fait, on va essayer de faire simple et concis, on va dire. Euh,
En fait, l'informatique, c'est une grande famille. Donc, c'est comme un grand océan. Et dans ce grand océan-là, on va retrouver plusieurs familles. Il y aura déjà la partie réseau et la partie développement. Ensuite, dans chaque famille, il y a encore des sous-familles. Et par exemple, dans la famille, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la famille développement. Dans la famille développement, on va retrouver plein de métiers. On va retrouver du front, du back. Récemment, on a vu des nouvelles appellations qui sont sorties comme DevOps ou SRE. Donc, on va aller retrouver tous ces métiers-là. Et aussi, on peut retrouver une appellation qui est assez spéciale, qui s'appelle Full Stack, et qui définit une personne comme étant assez, on va dire, c'est une petite araignée qui va aller toucher à différents secteurs, qui va avoir plusieurs skills, un petit peu un couteau suisse. On va dire, entre guillemets, le go-to-guy de l'équipe qui va se dire, OK, moi, je peux faire du front, je peux faire du back, je peux aussi te faire ta pipeline, etc., du DevOps. Et, bon, je vous rassure, des gens comme ça, il n'y en a pas énormément. C'est un peu des pépites. Et dire qu'ils sont bons dans tous les secteurs, ça serait un peu mentir. Nous, on en a un chez Chance. Hein. Arnaud, si tu nous écoutes, gros bisous. Voilà, vous avez de la chance, sans mauvais jeu de mots. Mais en gros, on va dire qu'on va leur attribuer 50% de skills dans chacune des branches. Et moi, quand j'ai commencé dans le développement, je touchais un petit peu à tout. Au tout début, j'ai vu un petit peu de tout. J'ai vu du front et du back. Je ne touchais pas encore à la partie Ops. Parce que de toute façon, on ne travaillait pas avec des outils qui allaient m'amener à bosser sur cette partie-là. Et avant de me faire mon idée, j'ai quand même touché aux deux. Parce que c'est comme dire j'aime pas les épinards, si tu n'as pas goûté, tu peux pas savoir que tu n'aimes pas, etc. Et donc du coup j'avais fait pas mal de front. J'ai fait 1 an et demi de front où je faisais vraiment que ça tous les jours. Je faisais que du front. Et ensuite, donc le front, c'est, juste pour expliquer, c'est peut-être que je vais mal le dire. Tout ce qui est interface utilisateur, tout ce ça qui convertir un design en code. Donner bien une maquette. Voilà, exactement. Voilà, pardon, j'ai pas précisé ce petit point-là, mais en effet, le front-end, ça va être tout ce qui est relatif aux interfaces utilisateurs, donner vie à une maquette. Aux interactions. Aux interactions, à la fluidité. En fait, un front-end, un ordinateur, par exemple, un navigateur, c'est un front. Comment ça s'appelle ? Un device mobile, c'est un front. Une tablette, c'est un front. Un front, c'est tout ce que l'utilisateur va voir. Et la partie back-end, c'est tout ce que l'utilisateur ne va pas voir. Donc, toute la logique application métier. Et c'est aussi appelé la partie intelligente de l'application parce que c'est là où toutes les règles de gestion vont être stockées d'une application. Par exemple, si j'ai des utilisateurs qui ont moins de 20 ans, ils n'ont pas le droit de s'inscrire sur mon application, ce n'est pas le front qui va gérer ça, mais le front va contacter le serveur pour demander, voilà, moi, on m'a donné telle information, je suis Soma, je sais pas, j'ai 15 ans, est-ce que j'ai le droit de m'inscrire sur chance.co ? Malheureusement, non, tu n'as pas le droit. Et du coup, il renvoie la réponse. Donc, le front et le back sont deux applications bien distinctes. Mais parfois, on peut retrouver ces deux parties-là dans une seule et même application. Hyper intéressant. En gros, c'est le cerveau et la peau, les muscles. On va dire on a l'habillage et on a les os. La peau et les os. Léa posait... Léa semble vouloir partir. Mais cela étant, elle posait une question sur le salaire. Ça me semble important effectivement d'en parler aussi. Qu'est-ce que c'est ? Alors évidemment, il y a autant de salaires que d'expérience, etc. Mais en gros, à quoi on peut s'attendre au minimum ? Est-il vrai qu'un développeur peut prétendre à un très bon salaire étant donné la rareté en fait et la tension du métier sur le marché ? Dans quelle mesure parle-t-on d'un bon salaire ? Voilà. Et dans quel type de cadre est-ce que quelqu'un peut vraiment prétendre à un super bon salaire ? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans une énorme boîte ou est-ce qu'au contraire, c'est en étant freelance qu'on va le mieux gagner sa vie ? Avant d'entrer dans la manière d'accéder à tout ça, c'est-à-dire avec la formation,
Je trouve que ce serait important de pouvoir parler de ça aussi. Oui. Après, bon, un bon salaire, bon, comme tu l'as dit, tout est relatif. En plus, ça dépend aussi du milieu géographique du candidat, de son expérience. Il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte. Notamment aussi, on parle du coût de la vie. Euh, Parce que c'est quelque chose des paramètres qui vont rentrer en compte. Mais globalement, quand on fait un parcours tech, avec un bac plus 2, un bac plus 3, on peut déjà commencer commencer à prétendre à des salaires qui vont aller de 30K et plus. Et maintenant, en général, pour un BTS, c'est entre 26 et 30. Après, ce que je vais dire là, ça dépend des régions. Là, je vais parler de la région parisienne, celle que je connais, enfin, la région, tout ce qui est région Île-de-France et Paris. Mais après, si on se situe en province, c'est beaucoup plus bas. Parce que le coût de la vie est différent. Et ça, les entreprises, elles le prennent en compte. Et donc, on va continuer sur ces chiffres. Paris, un bac plus 2, c'est à peu près 28-30. Un bac plus 3, ça va être 30-35. Et on va dire tout ce qui va être master, etc., ça va commencer à partir de 35 et ça peut aller jusqu'à 45, même si on a fait de l'alternance. Donc, du coup, on a la double expérience. Ça peut monter jusqu'à 45 aussi. Ok. Trop bien. Du coup, alors, pour continuer justement sur la question de comment on tisse un travail et comment on y parvient, il y a un très fort accent, bon, en tout cas que Chance met sur le réseau et sur la mise en relation, puisque évidemment la vie professionnelle c'est ça, quoi, c'est des rencontres, tout ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe chez Open Classroom? J'ai cru comprendre que vous étiez, comme nous, à la fois dans ce compromis entre le 100% en ligne et le aussi humain que possible et humanisé et justement très fondé sur la solidarité, la rencontre, le travail ensemble, etc. Enfin, comment on humanise tout ça. J'aimerais bien connaître le rôle du mentor, donc celui qui occupe Soma, et puis que Simon, tu nous expliques un peu comment les formations se déroulent sur ça. Ouais, bah, comme tu l'as dit, en fait, nous, notre ADN, il est vraiment axé autour du 100% en ligne. Et donc ça, on essaye d'en exploiter toute la flexibilité qui est propre à ce modèle. C'est-à-dire que nos ressources, notre plateforme, par définition, du coup, elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et surtout, par définition, on peut travailler d'où on veut, ça veut dire. Mais on essaye aussi, il peut y avoir un petit peu des défauts à ce modèle 100% en ligne. Donc, à savoir le côté un peu isolement, être un peu tout seul devant son ordi. Ça peut être parfois compliqué de se motiver tout seul, surtout qu'on est sur des durées assez longues. Et c'est pourquoi on a mis en place tout un panel d'outils, de ressources et de personnes qui est à disposition, entre guillemets, de chaque apprenant pour faire en sorte que voilà, elle ne souffre pas de l'isolement qui peut être propre aux formations 100% en ligne. Et donc, au cœur de cette ambition, il y a le mentor, dont Soma est un très bon ambassadeur parce qu'il est lui-même mentor, il me disait plutôt de 8 étudiants, je crois, en ce moment. Et en fait, qu'est-ce que c'est le mentorat? En gros, nous, notre pédagogie chez Open Classroom, elle est axée sur la réalisation de projets. Donc, ce n'est pas des DS classiques, des devoirs sur table comme dans pas mal d'organismes de formation. C'est qu'en gros, un étudiant, pour valider sa montée en compétences jusqu'à son diplôme, il va devoir réaliser tout un ensemble de projets qui sont en fait des mises en situation de la vie professionnelle, donc des cas très concrets. Et ça donne lieu à des livrables valorisables par l'étudiant. Et pour l'aider à le réaliser tout au long de sa formation, il a un mentor qui est personnalisé et qui va rencontrer au moins une fois par semaine en visio. Il faut savoir que ce mentor, donc, à l'image de Soma, ce n'est pas un professeur, ce n'est pas non plus un salarié d'Open Classroom, c'est vraiment un professionnel donc, qui exerce le métier qui est en lien avec le parcours que l'étudiant aura choisi. Et donc, du coup, qui va pouvoir l'aider concrètement sur ses projets, sur la partie métier, la partie opérationnelle, voilà, lui faire découvrir un peu le quotidien du métier et l'aider à monter en compétence sur des cas qui sont hyper concrets et que l'étudiant va pouvoir mettre en valeur quand il va chercher un emploi plus tard.
Ouais, hyper intéressant et effectivement, il y a un vrai point sur le rôle de mentor et sur le caractère très opérationnel. Enfin, Soma, pour préparer le live, tu m'expliquais que tu avais préféré en fait entrer chez Open Classroom parce que ça rendait les choses beaucoup, enfin, ça te rendait très opérationnel là où les formations beaucoup plus classiques et universitaires, et Dieu sait que on a beaucoup de respect pour les formations universitaires, hein, était très théorique et finalement te préparait pas réellement à une mise sur le marché de l'emploi. Est-ce que tu peux expliquer justement quel est ton rôle de mentor, quelle est la place que tu prends, comment ça se passe concrètement avec un étudiant ou une étudiante? Oui, ah bon, alors après, c'est vrai, comme Simon l'a mentionné, la plupart du temps, on nous confond avec des professeurs. Des professeurs, etc. Enfin, alors, du coup, non, nous ne sommes pas des professeurs, on n'a pas de programme à suivre, mais on est plutôt des professionnels qui exercent le métier qu'on mentore, qu'on est en train de mentorer sur la plateforme. Et un mentor, ça se caractérise comment? Un mentor, c'est avant tout, avant d'être taxé de professeur, c'est avant tout un ami. Il est là pour s'assurer que l'apprenant, donc la personne qui réalise le parcours, soit vraiment bien encadrée, qu'elle ait cette notion de bien-être, qu'elle ne se sente pas abandonnée toute seule derrière son écran. Donc nous, on est là pour guider les apprenants vers la bonne voie à prendre par rapport au projet qu'ils doivent réaliser tout au long de leur parcours. Parce que comme l'a dit Simon, c'est une méthodologie par projet. Donc là, on est vraiment dans du concret. On est dans ce que demande l'industrie. Aujourd'hui, voilà, l'industrie de l'informatique, elle demande elle a certains requirements. Et en fait, Open Classroom, par le biais de cette méthode, donc de l'apprentissage par projet, ils permettent de former les gens, de les préparer directement au cas réel. Et nous, notre job à nous, c'est d'avant tout de nous assurer que l'étudiant suit la bonne méthode. On ne va pas lui donner la réponse. À chaque fois, on va lui laisser des petits bouts de pain pour lui dire, là, tu es sur la bonne voie, un peu comme le petit poussé. On va lui dire, là, tu vas à droite, c'est pas bon, va à gauche, ou vice-versa. Et à quelle fréquence tu les vois, tes mentorés, justement? Enfin, ça se passe comment concrètement? Chaque mentoré, on les voit, donc c'est hebdomadaire, on les voit une fois par semaine. Donc, la première fois où on va se voir, on va d'abord définir un plan d'apprentissage, c'est-à-dire l'étudiant il va dire, bah, moi, actuellement, je travaille, par exemple, j'ai tant d'heures à donner à la formation. Voilà en combien de temps je peux finir, le parcours. Donc, contrairement à une autre personne qui va dire, moi, je ne travaille pas, par exemple, et voilà tant de temps que j'ai à consacrer à la formation. Donc là, le plan de formation, il sera vraiment différent. Et donc, une fois que le plan de formation il est établi, on va se voir à chaque fois, une fois par semaine, sur un jour qui est préétabli avec l'étudiant. Alors, c'est un jour qui peut changer, hein, mais de toute façon, la récurrence, c'est une fois. Et dès qu'on se voit, on met en place des objectifs pour la semaine d'après. Et ensuite, la semaine d'après, dès qu'on se revoit, on va regarder ce que l'étudiant a fait. Donc, si l'étudiant a réussi à atteindre les objectifs, on va regarder comment il a fait. Donc, c'est soumis à notre validation à nous. Par contre, s'il a raté, on va chercher à comprendre quels sont les éléments qui ont fait qu'il n'a pas réussi à atteindre les objectifs. Et du coup, on va voir, par exemple, qu'il y a un blocage sur telle ou telle partie et on va retravailler dessus. Trop bien, ouais, donc en fait c'est vraiment un rôle de répétiteur, comme on disait à l'époque, une époque que je n'ai pas connue, attention. Mais ok, non, mais effectivement, oui, c'est une pédagogie qui est hyper suivie et en même temps hyper concrète, quoi. Donc, Et je peux juste admettons, ajouter quelque chose. ouais, Donc, bien sûr, bien sûr. surtout dans Soma, toi, dans ton milieu, je pense que tu ne me contrediras pas. Les technos, les langages, ça évolue beaucoup. Et le fait d'avoir un mentor, donc être accompagné par un mentor hebdomadairement, ça permet aussi à l'apprenant de ne pas être largué en fait par rapport au marché, aux technos qu'il utilise, là où sur un programme de formation plus classique, donc qui est fixé, l'aspect mentorat, ça permet un aspect un peu plus évolutif et en fait une validation permanente qu'on est toujours en phase avec le marché, avec les évolutions technologiques. Et voilà, c'est un côté interactivité et temps réel qui permet ça, quoi.
C'est vrai que et c'est surtout c'est super important ce que tu viens de dire parce que dans les schémas classiques donc l'université ou les écoles privées, c'est vrai que le Gravé programme dans le marbre, quoi. voilà, le programme il est déjà fait et donc si on dit que tu vas apprendre au programme c'est PHP 3 par exemple la version 3 de PHP et que sur le marché on est déjà en train de parler de PHP 8, il va y avoir un problème quand tu vas sortir de cette école-là avec ton diplôme. Donc, tu auras le diplôme, mais par contre, la compétence, elle, ça sera un peu compliqué. Alors, je voudrais juste préciser à Marion et Mounia qu'on va prendre leurs questions, mais peut-être qu'on les garde pour la fin. Parce que là, d'abord, il y a quelques questions. Et Jérémy, je pense que la prochaine question va répondre la prochaine question va répondre à la vôtre, justement. Du coup, si je détermine que, comme toi, Sommage, je veux absolument être dev back-end et que voilà, c'est mon avenir, combien de temps je dois prévoir pour être formé et opérationnel sur le marché de l'emploi et combien de temps ça me prendra avant d'être une cadre du code, quoi. Donc, voilà, en combien de temps je serai la meilleure? Ouais. Alors, il faut savoir que ça, c'est pas un paramètre qui est propre à Open Classroom. Hein. Donc, c'est pour n'importe quelle formation, voilà, il faut au minimum avoir au moins 6 mois de pratique. 6 mois de pratique en développement, peu importe le langage. Donc, ça, c'est pour au moins avoir des bases solides. Donc, des bases solides, ça s'acquiert au bout de 6 mois. Ensuite, devenir un cadre du code, comme je disais, c'est un grand mot. Donc, en sachant que moi-même, je me considère pas comme un cadre du code et que je vais rentrer dans presque ma 6e année d'ancienneté dans le milieu. En fait, ce qui va faire la différence, c'est vraiment la rigueur et la rigueur, la discipline et le temps de travail qu'on y accorde. En fait, une personne qui travaille toujours plus, qui cherche toujours à aller plus loin que les projets, sera forcément meilleure qu'une personne qui va se contenter de faire seulement ce qui est demandé. Et d'ailleurs, à ce sujet, à peine hier, j'avais un étudiant en soutenance chez Open Classroom qui a 16 ans et qui était inscrit sur une formation de Bac plus 4. Et j'étais assez surpris de son niveau, en fait. C'est-à-dire que là, on va avoir une personne de 16 ans qui va obtenir un Bac plus 4 dans pas longtemps et qui a aussi les compétences. Et pourquoi? Parce que derrière, elle travaille énormément. Ouais, il travaille énormément, il prend un plaisir fou. Et effectivement, en fait. Voilà, c'est un passionné. C'est pas un travail, c'est une passion. Ouais, c'est vrai que ça rejoint tout notre objectif chez Chance, c'est-à-dire que les gens arrivent là, pas par hasard, mais réellement parce que ça leur ressemble et que c'est là-dedans que l'épanouissement va pouvoir se produire, quoi. Et l'épanouissement, c'est aussi effectivement faire de la recherche, aller plus loin, prendre le cran au-dessus, évidemment de temps en temps se reposer aussi, c'est important. Mais effectivement, oui. Super réponse. C'était un peu la réponse que j'attendais, j'avoue. Et Simon, du coup, de manière très concrète, combien de temps ça dure une formation? Comment ça se passe aussi par rapport à la mise sur le marché de l'emploi? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a des passerelles? En fait, déjà, il y a plusieurs formats. Est-ce que c'est diplômant aussi? Très important. Ouais, carrément. Déjà, au niveau de la durée, alors ça dépend un petit peu parce qu'on a des formules de formation à temps plein, classiques, je dirais, qui s'étalent en moyenne sur, on va dire, 6 à 14 mois à temps plein. Et en sachant que ces durées peuvent un petit peu varier si vous bénéficiez de financement, parce qu'on a des partenaires qui financent du coup des places de formation pour nos étudiants. Et quand les étudiants passent par ce biais-là, les durées peuvent un petit peu évoluer, mais globalement, on est sur du 6 à 14 mois à temps plein. Et on a aussi une formule d'alternance parce qu'on est également, on est également un CFA, un centre de formation d'apprentis 100% en ligne. Et nos parcours sont également accessibles en alternance. Et là, on est sur des durées qui vont de 12 à 14, voire 16 mois, mais en moyenne de 1 à 2 ans en alternance. Et les alternances, c'est soumis à des questions d'âge ou... Alors, il y a deux types de contrats.
sur les formules d'alternance. Donc, il y a le contrat d'apprentissage où là, il y a une limite d'âge, donc c'est entre 16 et 29 ans. Et passé 29 ans, on peut passer sur un contrat de professionnalisation. Donc, ça, c'est plutôt une histoire d'intitulé de contrat avec des subtilités administratives. Mais globalement, quel que soit l'âge, le contrat en alternance est possible. C'est juste que ce ne sera pas exactement le même. Ok. Et en termes d'accompagnement, ouais, parce que d'ailleurs, je me rends compte que j'ai qu'à moitié répondu à ta question de tout à l'heure, où tu parlais du réseau, des choses comme ça. Qu'est-ce nous, potentiellement, on a mis en place sur cet aspect réseau et insertion dans la vie professionnelle. Donc, à l'échelle des parcours, dans ce que proposent les parcours de formation, on a donc la ressource du mentor, comme Soma, donc qui va lui intervenir sur la partie opérationnelle, technique, projet, donc vraiment métier. Et en plus de ça, chez Open Classroom, chaque étudiant bénéficie en fin de formation d'un coach en insertion professionnelle. Donc, c'est une autre ressource que le mentor. Ce n'est pas quelqu'un qui va intervenir sur l'aspect métier, projet, mais c'est en fait un coach en insertion, donc qui, comme son nom l'indique, son objectif, ça va être d'accompagner l'étudiant jusqu'à la signature du contrat. Donc ça passe par plusieurs choses. Il va l'aider à construire un CV efficace, des lettres de motivation, créer un profil LinkedIn attractif, construire un réseau aussi professionnel et lui donner accès aussi à des offres exclusives Open Classroom, parce que nous, on signe des partenariats avec des entreprises qui s'engagent à prendre des étudiants d'Open Classroom, que ce soit en alternance ou en contrat classique CDI. Donc voilà, on a aussi cette ressource d'accompagnement donc sur l'aspect réseau dont tu parlais, où cette personne va aider l'étudiant à construire son réseau et s'insérer en fait sur le marché du travail, en lui faisant aussi faire des entretiens blancs avant ses entretiens, en le coachant. Donc voilà, le coaching chez Open Classroom, c'est pas que pendant la formation, c'est aussi après. Et quand les gens sont autofinancés, on s'engage même à rembourser l'intégralité des frais de scolarité si l'étudiant n'a pas trouvé d'emploi sur les 6 mois avec le coaching. Ok, oui, donc effectivement, c'est très chouette. Du coup, alors je propose qu'on regarde un peu sur les questions qui ont été posées parce qu'elles me semblent hyper complémentaires avec les nôtres, par définition. On va faire un peu dans l'ordre. Du coup, est-ce qu'il y a des formations particulières pour devenir product manager en tech? C'est un rôle qui est hyper important, celui du product manager, et qui est extrêmement variable aussi selon la nature des boîtes et de leurs produits. Et c'est une bonne question parce que, à ma connaissance, c'est encore un métier où l'offre de formation n'est pas encore hyper développée. Toi, je ne sais pas, Soma, si dans ton parcours où tu as fait des formations en développement, donc là, on commence à avoir une offre qui est assez riche sur le marché. Mais en termes de product management, product owner, tout ça, c'est assez nouveau. Donc, on est beaucoup sur de la reconversion, parfois en interne, des choses comme ça. Mais il y a quand même des organismes qui commencent à… Mais c'est à partir de quel parcours qu'on devient product manager? Il y a une formation qui existe pour ça. Open Classroom, on a 2 parcours justement, un en product manager et un en product owner. Mais c'est vrai qu'en termes de profil, il y en a certains qui viennent de la tech, du développement. Ça peut avoir une plus-value d'avoir des notions en développement. Ça dépend de l'entreprise en fait, parce que le product manager peut avoir le rôle diffère un peu selon les problématiques sur l'entreprise. Et chez certains, ça va être important, voire obligatoire d'avoir des notions en développement. Chez d'autres, non. En réalité, là, pour le coup, on revient à n'importe quelle fiche métier où parfois il y a des spécificités et parfois non. Enfin, en tout cas, il y a toujours une spécificité, mais qui change selon le profil de l'entreprise. Du coup, pour répondre à la question de Mounia, oui, il y a des formations particulières. Il y a des formations. Il y a des formations. Et peut-être que ça pourrait être précisé si jamais Simon, tu as la référence de la formation en question. Alors, comment savoir vers quelle formation ou métier se diriger lorsqu'on ne vient pas du tout de la tech? Alors, moi, je vais me permettre de répondre en partie à cette question puisque c'est un vrai point qu'on aborde chez Chance. Et je pense que ça pourrait être très intéressant, Soma, que tu complètes. Mais en gros, comment savoir quoi faire en général, d'ailleurs, qu'on vienne de la tech ou pas et qu'on veuille aller vers la tech ou pas, c'est déjà d'apprendre à se connaître et de s'écouter d'une manière
qui, hélas, ne nous est pas vraiment enseigné à l'école, c'est-à-dire en regardant les points de sa personnalité, en regardant nos qualités, nos manières de fonctionner, etc., etc., les choses qui font que tout d'un coup on vibre et qu'on est extrêmement bien à sa place lorsqu'on se met en action sur tel point, et les choses qui font qu'on se ferme, au contraire, qu'on est plus bien, et voilà, essayer de comprendre avec cette analyse. Bon, j'ai évoqué au début du live la question des 4 piliers, mais c'est déjà un premier point d'analyse qui peut être intéressant pour regarder ce qui, dans votre situation actuelle, vous fonctionne pas moyen, ou fonctionne très bien au contraire, et pourrait faire l'objet de certains éléments de transposition. Bref, il y a des outils pour ça. Je pense que Soma, ça peut être intéressant que tu puisses aller un petit peu plus loin que ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure, c'est-à-dire comment on passe de pas du tout la tech à la tech. Ah, ça va aussi un peu chevaucher ce que Simon disait sur le project manager ou le product owner. En fait, il y a des métiers dans la tech qui vont demander des compétences tech. Par exemple, si tout de suite je parle d'un développeur, j'aurais besoin de compétences techniques. Mais il y a des métiers aussi dans la tech, comme tout ce qui va être marketing digital ou des choses comme ça, qui ne vont pas nécessairement demander des compétences tech. C'est-à-dire les compétences tech, ça va être un plus, mais là, tout de suite, à l'instant T, on ne va pas demander à une personne qui fait du marketing digital d'écrire un algorithme ou un programme optimisé. On va plutôt lui demander d'avoir des connaissances par rapport à Internet, par rapport au SEO, tout ce qui va être search engine, publicité, etc. Donc, du coup, pour rentrer dans le milieu de la tech, on n'a pas forcément besoin d'avoir des connaissances techniques dès le départ. Ça peut venir après. Et tu vois, Jean, ouais. Toi, par rapport à dans ton entreprise, donc où tu exerces en tant que développeur, j'imagine que tu t'échanges pas mal avec des product managers, product owners. C'est ça. Et toi, tu vois, dans ton entreprise, c'est quoi, eux, leur niveau d'aisance et de connaissance par rapport à la tech et au développement? Alors pour comparer, dans ma précédente expérience professionnelle, les product managers, sur la partie tech, ils n'étaient pas, c'était pas des cadors, quoi. Si on ne pouvait pas rentrer dans la partie technique, eux, ils étaient vraiment la couche au-dessus. C'était la couche. Parce que c'est pas ce qu'on leur demande non plus, quoi, en soi. C'est pas ce qu'on leur demande. Après, on peut avoir des project managers qui ont un background de développeur ou qui ont des connaissances de développeur. Après, c'est vrai que tout de suite, vu qu'on parle la même langue en tant que développeur, le plug, ça un avantage. Voilà. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de barrière. Oui, carrément. Ça ne m'a pas empêché de communiquer avec l'autre. Moi, alors pour faire un point sur mon propre parcours, j'ai été moi-même UX designer pendant quand même plusieurs années, alors que je venais du monde de l'édition, que je suis plutôt quelqu'un de très très littéraire, je suis complètement tombée dans la marmite. J'en suis sortie après pour X raisons de parcours, etc. Mais vraiment, le fait de pouvoir justement architecturer toute une logique d'interface à l'intérieur de laquelle les gens vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir comprendre des signalétiques, etc. En réalité, c'était hyper littéraire. En tout cas, moi, je l'ai interprété comme étant quelque chose d'hyper littéraire. Ça m'a permis... et donc, en fait, et j'ai fait des specs, etc. C'est-à-dire, mais sans pour autant faire du développement. Après, je comprenais au fur et à mesure de mon expérience aussi ce qui était faisable, pas faisable, etc. etc. Mais on peut aussi, effectivement, complètement se réinventer dans la tech en n'ayant pas nécessairement un rôle de codeur. C'est-à-dire, la tech, c'est pas nécessairement le code. Ça peut aussi être, si vous êtes littéraire comme moi, l'UX design, l'UX writing aussi, tout un besoin énorme en matière de copie. C'est la plus petite partie du projet.
faut le préciser. C'est ça. Donc en fait, il y a plein de manières aussi d'entrer là-dedans et qui ne requièrent pas nécessairement un désir une connaissance hyper technique et hyper solitaire, seul face à son écran noir et aux petites lettres blanches qui défilent, quoi. En mode Matrix. Ouais, c'est ça. Il faut sortir de cet imaginaire-là parce qu'en réalité, ça peut être plein de choses, plein d'environnements de travail. Moi, j'ai travaillé en agence, ce qui était hyper formateur. Puis en tant que freelance, ce qui était hyper intéressant aussi parce que je recyclais tout ce que j'apprenais partout et donc c'était une espèce de grande effervescence. Voilà, enfin. En réalité, on peut travailler dans la tech et de 1000 manières différentes et à partir de 1000 backgrounds différents au sein desquels on peut puiser des grandes qualités qui seront très utiles dans la partie opérationnelle aussi de son travail, quoi. Ouais, et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur l'aspect orientation. Donc, du coup, par exemple, quand on sait qu'on veut bosser dans la tech ou dans le développement, toi, Soma, par exemple, tu as dû faire un choix un peu entre le front et le back. Et j'imagine que ça, c'est un. Enfin, toi, tu l'as fait en testant, tu vois. Mais comment on peut savoir, tu vois, quand on sait qu'on veut s'orienter vers le développement, parce que l'offre, elle est rien que chez nous, on a des parcours sur des langages différents, en PHP, en Symfony, enfin en Android, Java, je ne sais pas. Et quand tu sais pas, quand tu connais pas, comment tu peux, voilà, même ne serait-ce qu'entre le front et le back, la data, tu vois, comment tu choisis? Est-ce que c'est au hasard et après tu te rends compte que ça te convient ou ça te convient pas? C'est un peu. Tu peux la tenter comme ça, hein, mais tu vas, peut-être dans le meilleur des cas, tu vas gagner du temps, mais dans le pire des cas, tu vas en perdre. La meilleure façon de savoir si tu veux faire du front et du back, c'est de tester les deux. Tu n'auras pas le choix. Tu ne peux pas savoir si tu aimes tout de suite, si tu aimes je sais pas, je dis une bêtise, la voiture A ou la voiture B sans les avoir démarrées. Ouais. C'est impossible. Parce que parfois, tu vas même te dire moi, je préfère le front. Et en fait, finalement, tu te dis, un jour, on va te demander de faire une tâche sur du back. Mais en fait, c'est pas mal ce truc. Et à force de dire c'est pas mal, tu vas continuer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je vais dire, en fait, je veux pas faire de front. Ouais. Je préfère rester dans la partie qui est un peu, on va dire, la dark side, avec les écrans noirs et les écritures blanches, comme disait Judith, plutôt que de faire des interfaces utilisateurs ou vice-versa. Ça se trouve, tu vas te dire, moi, j'aime bien le design de Facebook ou d'Instagram et j'aimerais bien savoir à cloner Facebook ou Instagram. C'est ça, et puis ça dépend avec qui on a envie de travailler aussi. Quand on est dans le front, on peut travailler avec des UX, des UI, etc. Ouais. Enfin, donc c'est aussi toute une logique et toute une chaîne à réfléchir. Et donc, pour répondre à Maëlle, qui demande comment se démarquer en freelance et vers quel métier la tech aller. Ouais, alors en fait, il y a deux questions. Il y a l'une, vers quel métier conseille-t-on d'aller? Vers celui qui correspond réellement à vos aspirations. Je pense que c'est la meilleure manière d'exceller et de se démarquer. Et l'autre point, dans quel domaine manque-t-il du monde? J'ai l'impression que partout, en réalité, hein, il y a des demandes vraiment permanentes dans tous les métiers de la tech en général, mais peut-être que vous avez des informations complémentaires et à jour. Peut-être raisonner par modernité du langage, j'ai envie de dire. Soma, je ne sais pas ce que tu en penses. Comment? Pas tout le temps, parce que par exemple, des développeurs Cobalt, on en cherche, on n'en trouve pas. Ah ouais, parce que disons que si tu n'as que Flash à ton arc, voilà, ça va pas le faire. Veiller qu'on monte en compétence sur une techno qui est quand même représentée sur le marché, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Donc, il y a ça. Mais je pense que vraiment, le vrai point qui fera que vous vous démarquerez, Maëlle, c'est que vous aimez ce que vous faites et que donc, vous vous passionnez et vous devenez excellente. Et ça, l'excellence, en fait, c'est rare. Quelqu'un d'hyper passionné, un bon collègue, que ce soit un free ou pas, c'est très rare, c'est très important. Un bon mentor. Ouais. Ça va dépendre du scope du projet aussi, pour répondre à la question. En fait, les freelances, ils ne vont pas se lancer sur n'importe quel projet. Ils ne peuvent pas se lancer sur le projet A, B, C ou D. En fait, ils vont regarder d'abord le scope du projet pour savoir si c'est dans leurs compétences. Et si jamais ça match, ils vont y aller. Mais demain, par exemple, si on me demande d'intervenir sur un projet en machine learning, ça dépend sur quelle partie du projet on me demande d'intervenir. Donc, si c'est sur l'algo qui va aller reconnaître les visages, malheureusement, je vais te dire non.
parce que je ne sais pas faire ça. Voilà. Donc, en tant que freelance, si tu veux te démarquer, il faut que tu choisisses bien tes projets et que tu choisisses aussi la bonne partie du projet, celle qui te convient le plus. Est-ce que vous avez des formations destinées aux personnes qui ont déjà un master en informatique dans le but justement de se respécialiser? Soma, en plus, il me semble que c'est plus ou moins ton parcours. Et Simon, toi, tu as la réponse en or massif. Donc, allez-y. Ouais, c'est vrai que chaque parcours a des prérequis spécifiques. Et on a dans le milieu de la tech, en tout cas, quelques parcours avec des prérequis un peu plus élevés, notamment où il faut avoir validé un bac+3 en informatique. Je pense à des parcours comme architecte logiciel. Si on veut sortir un petit peu du développement pur, on a un parcours en architecture logicielle ou aussi en data science, où là, on va être sur des prérequis assez élevés pour des gens qui ne découvrent pas la tech et qui ont déjà validé un niveau bac+3. Donc voilà, je pense principalement à ces deux. Si on veut se réorienter dans la tech en ayant des compétences en développement, le parcours en archi logiciel ou en data science, c'est des parcours qui sont assez demandés chez nous. Ok. Il y a même un parcours DevOps aussi, je crois. Partie réseau et tout. Ouais, oui, exactement. Ouais. Expert DevOps, c'est vrai. Parce que par exemple, moi, j'ai eu mon master chez Open Classroom et quand j'ai vu la formation dont on vient de parler, j'ai aussi voulu la faire. Bon, là, pour l'instant, je ne l'ai pas faite, mais c'est pour dire que si je la fais, et pourtant j'ai un master, j'aurais simplement un double master avec d'autres compétences. Fanny, alors je pense que c'est plutôt une question pour toi, Simon, dit qu'elle a reçu un refus à sa candidature à la formation JS React pour une question de prérequis et qu'on lui a demandé de postuler en dev web basique. Mais alors, je suis pas sûre d'avoir compris. Mais en vue d'une reco, je ne peux choisir qu'une formation. En gros, d'après ce que je comprends, elle craint et Fanny, du coup, a peur que ce soit un peu faible pour des questions d'employabilité d'avoir juste une formation dev web. Ok, et ça, je pense que Soma, parce que toi, tu es mentor sur ce parcours développeur web, il me semble, et au niveau de l'employabilité sur ce parcours, c'est vrai qu'on n'est pas sur des langages à proprement parler comme du Java, du PHP, du React, mais je pense que l'employabilité sur des compétences web en termes d'intégration, HTML, CSS, elle est quand même assez forte. Je ne sais pas si sur le suivi de tes étudiants sur le parcours développeur web. Oui. Oui, en fait, peu importe le parcours que tu vas faire, pour faire très simple et très court, en fait, si tu fais juste du HTML et du CSS, tu peux déjà trouver du travail. Ouais, c'est ça. Donc, si tu fais ce qu'il y a derrière, alors tu augmentes encore tes chances de trouver un travail. Mais en tout cas, ça peut ne pas être une fin en soi, ce parcours de développeur web, surtout qu'on a beaucoup de places qui sont financées sur ce parcours. Donc, ça peut être un pied à l'étrier pour enchaîner ensuite sur un parcours avec une spécialisation sur un langage, si c'est vers ça que vous vous dirigez. Mais il faut savoir que voilà, rien que ce parcours développeur web, l'employabilité, elle est forte. Mais quoi qu'il arrive, ce ne sera pas du temps perdu parce que ça peut être un bon passeport pour faire une formation sur un langage un peu plus pointu, on va dire. Et puis de toute façon, tu peux aussi trouver du travail avec toutes les formations qui sont présentes sur la partie Open Classroom permettent. C'est employabilité garantie. Voilà, c'est ça en fait. Il y a une employabilité garantie. Et après, ça dépend aussi de où est-ce que tu postules. Tu vois, si aujourd'hui, tu as fait une formation dev web ou tu as fait une formation HTML, CSS, donc qui convient plus à de l'intégration, forcément, tu ne vas pas postuler avec un travail qui cherche un développeur back-end parce que toi, tu as fait de l'intégration. Ou vice-versa, en fait. Il faut que ça matche avec l'emploi dans lequel tu recherches. De manière très spécifique, Mounia demande si vous aviez des formations en part-time. Alors, part-time, donc on a l'alternance, mais si elle sous-entend par là joindre une activité professionnelle à temps plein avec en général, on ne le conseille pas. Parce qu'on est sur quand même sur les formations diplômantes, en tout cas, sur un volume d'une trentaine d'heures par semaine, qui demande quand même un investissement au niveau des projets. Je pense que tu le vois, Soma, c'est quand même des choses assez chronophages.
Et concilier de front deux choses à temps plein, c'est assez compliqué. Et après, ça dépend de chacun, quoi. Ouais, c'est compliqué, après, c'est faisable. C'est vrai que ça, en fait, si jamais tu pratiques, enfin, si jamais tu as une activité professionnelle à côté, tu vas prendre peut-être un peu plus de temps à finir ton parcours qu'une personne qui est dessus en full. Mais après, l'avantage chez Open Classroom, c'est que c'est toi qui définis ton rythme, en fait. C'est toi qui choisis si aujourd'hui tu veux faire commencer tes cours à 22h ou à minuit, ou si tu veux voir ton mentor à 9h du matin, ou si tu veux le voir à 20h. Donc ça, c'est un très gros avantage. Cécile te demande, Soma, quel est pardon, je vais tout simplement lire sa question. Tu as dit tout à l'heure qu'il manque des développeurs sachant travailler sur un certain type de langage. Lequel était-ce? Ah oui, c'était sur la partie Cobalt, mais en fait, c'est un ancien langage. Si vous voulez, c'est quand vous allez chez Decathlon, Boulanger, etc. Le vendeur, à un moment donné, du process, il tape sur un ordinateur. Et en fait, c'est des écritures vertes sur un fond noir. Bah, le Cobalt, c'est ça. Et donc, du coup, vu qu'il… C'est pour faire comme dans les films, quoi. Ouais, exactement. Vu que c'est un langage qui est très, très, très ancien et qu'aujourd'hui, on fait que des choses nouvelles, c'est difficile de trouver des développeurs dedans. C'est pareil pour le langage C. Et du coup, c'est vrai que c'est des langages où les offres d'emploi vont pas pleuvoir, mais quand on va en trouver une, le salaire derrière est assez intéressant. Ok. Ensuite, quelle formation faut-il faire pour être développeur back-end? Demande Ludo. En fait, chez Open Classroom, ça va dépendre de ton langage. C'est-à-dire si tu parles français ou anglais. Parce que alors tu m'arrêtes sinon si je me trompe, hein, mais normalement dans la partie anglaise, il y a une formation qui est dédiée spécialement à ça et qui s'appelle Back-end Developer. Mais pour la partie française, tu peux aussi faire du back. C'est juste que tu vas être full stack. C'est-à-dire que pour la partie française, les formations qui sont dispensées en français, tu vas faire du front, mais aussi du back. Donc c'est cool. Et donc du coup, tu auras les deux casquettes et en plus, tu auras la casquette back-end. C'est que du bonus. Alors, choisir un langage directement qui est 100% back-end, type PHP Symfony ou autre. C'est ça. Ou tout simplement sur la formation développeur d'application. Alors, il y a deux autres formations auxquelles je pense. Développeur d'application Java. Java aussi, ouais. Là, on va te demander de développer des serveurs et des microservices, etc. Donc, toute la partie back-end. On va aussi te demander de faire du front-end avec le développement d'interface. Et tu as aussi la formation développeur d'application PHP Symfony qui te permet de faire les deux. Et même dans la formation développeur d'application JavaScript, à un moment donné, on te demande d'interagir avec une API et donc tu peux déjà commencer à voir comment ça fonctionne, etc. La Python aussi. Jérémy demande si cette formation de 6 à 14 mois n'est pas trop longue vis-à-vis de l'expérience professionnelle. Beaucoup de théorie et peu de réalité terrain, expérience. Alors, je pense que la question de l'alternance résout un peu tout ça, non? Ouais, et puis même à temps plein, ça s'explique. Tu parlais de l'employabilité et du coup l'aspect diplômant. Et donc, on est quand même obligé d'être sur des durées assez longues pour légitimer notre capacité à délivrer un diplôme. Et cette partie théorique, justement, on le disait, elle n'est pas si présente parce que comme on est sur une pédagogie par projet, l'aspect concret, il est quand même hyper présent chez nous parce que ce qui permet à quelqu'un de valider son diplôme chez nous, c'est le fait d'avoir réalisé des projets concrets. Et donc, voilà, c'est moins du théorique finalement que du métier. Et c'est en plus des livrables que les gens vont pouvoir valoriser en entretien. Donc, cette partie terrain, elle est quand même validée au sein du parcours de formation, quoi. Et sinon, il y a l'alternance, tout à fait. Mais je confirme, même alors avec ou sans alternance, je confirme parce que moi, pour le coup, j'ai fait un parcours classique et ensuite je suis allé chez Open Classroom. Et lorsque j'étais dans mon parcours classique et je cherchais du travail, en fait, on me demandait un portfolio, on me demandait des projets concrets sur lesquels j'ai pu travailler. Et vu que je n'avais pas fait Open Classroom, je n'avais pas ces projets-là avec moi tout de suite dans ma valise. Donc voilà, je confirme les dires de Simon.
Alexandra demande également quelque chose par rapport à la durée. Est-ce qu'il est possible de réduire la durée de la formation? J'ai déjà un bac+5 et je cherche une formation de product manager. J'ai trouvé des formations en alternance d'1 an, mais j'aime énormément la pédagogie d'Open Classroom. Bravo. Est-il possible d'adapter le parcours pour le faire en 1 an? Alors, si on est sur du temps plein en formation, enfin la formule sans alternance, oui, puisque ça va dépendre du rythme auquel l'étudiant complète son parcours. En revanche, sur l'alternance, vis-à-vis de l'entreprise, par définition, on s'engage sur un contrat avec une durée fixe et donc on ne peut pas moduler. Mais si on est sur du temps plein, oui, ça va dépendre de l'efficacité, entre guillemets, de l'étudiant. Marion demande quels sont les financements possibles pour la formation. Je pense qu'on peut peut-être envoyer un lien. Carrément. Très bonne question. Mais c'est hyper important, hein, bien sûr. C'est hyper important puisqu'on a beaucoup de places qui sont financées, que ce soit par Pôle emploi, par les régions. Et ça concerne énormément de parcours diplômants chez nous. Et on a développé un petit quiz que je vous mets dans le chat. Voilà, qui s'appelle financement. Et en gros, donc, vous allez devoir répondre à des questions qui concernent votre profil au niveau de votre localisation, des parcours que vous voulez faire, de votre situation aussi en tant que demandeur d'emploi ou non. Et en fonction de vos réponses, on va vous présenter les différentes options de financement qui s'offrent à vous. Donc, si ça va être un financement national, régional, le CPF ou autre. Enfin, voilà. Donc, je vous invite à enregistrer ce petit lien et à le passer et ça vous donnera la réponse sur les différentes sources de financement. Et vous le trouverez de toute façon dans le mail à la fin du live. Vous allez recevoir un mail de Livestorm et il y aura ce lien à l'intérieur. Par exemple, juste pour la formation de développeur web dont on parlait tout à l'heure, la région Île-de-France là, nous a acheté énormément de places et on en a 292 aujourd'hui de places 100% financées pour notre parcours développeur web. Trop bien. Bon, bah, je vais devenir développeur web. Allez, ça part. Allez et je vais puiser dans mon côté littéraire pour en faire quelque chose. Ouais, faire des ponts. Non, je rigole. Pour imager ma question, dit Jérémy, j'aimerais devenir data scientist à l'étranger. Alors, ok. Donc, c'est tout un plan stratégique. Je me forme alors à temps plein via des cours certifiants qui sont manifestement concurrents. Puis, je compte réaliser 1 ou 2 stages en entreprise afin de créer une expérience pro forte. Mais c'est bien, non Ouais, bah, de toute façon, en fait, une fois qu'il aura donc son diplôme en tant que data scientist, il pourra postuler partout. Et même en ayant un diplôme donc, du coup, de chez Open Classroom, moi, j'ai eu mon master chez Open Classroom. Et là, je vais quitter donc mon travail où je suis actuellement et je vais aller travailler aux Émirats grâce à mon master chez Open Classroom. Parce que j'ai pu avoir derrière des expériences professionnelles et j'ai postulé donc sur le marché étranger. Donc, j'ai postulé en Angleterre, j'ai postulé aux Émirats, j'ai postulé en Australie et j'ai fait plein d'entretiens. Et le diplôme en aucun cas ne m'a freiné, bien au contraire. C'était un avantage. Donc, tu peux. Super. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Enfin, je vois que Mounia est en train de taper. Non. Écoutez, je pense qu'on a vachement bien balayé quand même cette affaire. Ludo demande de quel master tu parles. Sur quel master tu as fait chez Open Classroom? Alors moi, le master que j'ai fait, malheureusement, je faisais partie de la dernière cohorte, mais c'était un master tech lead. Voilà, mais là, il n'existe plus, mais vous pouvez retrouver d'autres masters sur Open Classroom qui donnent le même niveau, d'études. Ouais. Eh bien, il me reste du coup à vous remercier. Je pense que c'était vachement riche. J'espère que les personnes qui étaient là sont contentes. Moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment abordé absolument tous les sujets du salaire au financement, au temps, à la vocation, etc., etc. Je rappelle que si vous avez des doutes justement sur cette question de vocation, sachant que c'est pas un terme qui est nécessairement désirable, parce que
voilà, mais en tout cas, de voie vers laquelle aller et de voie vers laquelle vous excellerez et au sein de laquelle vous vous épanouirez, eh bien, chance est là et on fait un travail qui est j'ai pas honte de le dire, vraiment absolument fabuleux. Et on ressemble énormément dans le dispositif à ce que fait Open Classroom. C'est-à-dire qu'on est 100% en ligne et en même temps, on est 100% humain. Donc, on fait en sorte vraiment d'humaniser énormément l'expérience. Et si de l'autre côté, eh bien, vous êtes en train de faire chance ou que vous avez fini chance ou que vous êtes certain ou certaine de vouloir travailler dans la tech et vous y former, bah, Open Classroom est un extraordinaire dispositif qui est sans cesse récompensé pour voilà, bah, toute la force de ce qu'il a mis en place. Donc, Soma en est la preuve vivante puisque tu es passé par toutes les moulinettes Open Classroom jusqu'à en devenir mentor et ambassadeur aujourd'hui. Donc, donc c'est quand même considérable. Voilà, donc j'espère que vous avez la possibilité, à partir de tout ça, de sortir avec, de vous sentir renforcé en ressources. Je remercie tout le monde et surtout vous deux, Simon et Soma, pour ce live hyper intéressant. Merci à toi, Judith. Merci, ouais. Et je suis ravie. Et puis, bah, très, très bientôt. De toute façon, on va continuer ce partenariat avec Open Classroom parce qu'on a plein de choses à faire ensemble. Et je vous souhaite à tous et toutes une délicieuse journée. Merci à toi également. Au revoir. Au revoir à tous.